Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Toi. Bonjour, émission spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Gonflable bloc aujourd'hui. Gonflable bloc, mon TJ, c'est notre semaine québécoise au podcast. On a beaucoup d'invités cette semaine, mais on va commencer ça en force avec... écoute, il faut que je me pince encore parce que pour moi, c'est un idole de jeunesse. Évidemment, peut-être plus du côté broadcast que lutteur. Je suis un petit peu plus jeune, mais tout un honneur. Je vais te laisser le présenter à ta façon. Oui, merci beaucoup, Marco. En fond, aujourd'hui, on est très honoré d'avoir au podcast une légende. Je sais que le terme se fait lancer souvent dans le monde de la lutte, mais une vraie légende vivante du monde de la lutte professionnelle au Québec surtout. Mais aussi, pas juste ça, comme tu as dit, un commentateur hors pair, un annonceur et aussi un maire. Et j'ai nommé l'excellent, l'honorable, M. Raymond Rougeau. Bonjour, M. Rougeau. Bonjour, Raymond. Bonjour, messieurs. Ça va bien? Très, très, très bien. Pas bien. Merci de m'accueillir à votre émission. Ça fait tellement plaisir. Merci à vous d'avoir accepté, en fait. Ça fait plaisir. En plus, c'est drôle que vous venez au podcast parce que notre premier invité, il y a 2 ans, quand on a décidé de commencer le podcast, c'était Jean Brassard. Oui, OK. Puis Jean était venu nous parler, évidemment, des années avec vous, puis il était venu nous parler aussi de ses projets de théâtre et de films à New York, que Jean aime beaucoup dans l'acting. Oui. Fait que c'est comme drôle d'avoir les 2 commentateurs qui ont là, on ne veut pas vous vieillir, là, mais qui a bercé notre jeunesse parce qu'on a grandi avec la WWF avec vous. Comme je disais en intro, on vous a connu pas mal plus en tout cas, moi, je vous ai connu pas mal plus en tant que commentateur que lutteur. Évidemment, par après, j'ai écouté vos matchs et tout, votre carrière. Mais d'entrée de jeu, c'était comment travailler avec Jean, puis d'adaptation en tant que lutteur à commentateur? Moi, j'ai adoré travailler avec Jean. D'ailleurs, on a travaillé ensemble jusqu'à la pandémie. On faisait encore les événements sur télé à la carte, les pay-per-view de la WWE en 2017, 18, 19, jusqu'à, en fait, notre dernier ensemble, ça a été le 8 mars 2020. Et puis, c'est quelques jours plus tard que tout l'effet de la pandémie s'est déclenché. Ils ont fermé les frontières, on se mettait en isolement et tout ça. Mais moi, c'était un plaisir et un charme de travailler avec Jean. On a eu l'occasion de travailler ensemble dans les années 90. Après ça, on avait été, 10 ans sans se revoir. Et on avait été invités en France tous les deux pour, aller signer des autographes, prendre des photos à Mézières-les-Metz. Et puis, on s'était revus là après 10 ans. Et ça a été un vrai plaisir. Puis, par hasard, en 2016, le network recommençait à diffuser les pay-per-view en français. Ouais. Et c'est ça, Jean leur a parlé pour qu'on revienne ensemble. Et puis de là, on est revenu, on est reparti jusqu'à la pandémie. Mais ça a été un vrai charme, ça a été un vrai plaisir. Est-ce que c'était dur de garder son sérieux avec Jean pendant les promos, pendant les interventions? Je sais que vous êtes des vrais professionnels, là, mais quand même. Oui, non, c'était pas difficile. En fait, on était naturel. Comme vous nous voyez à la caméra, on était comme ça dans la vie aussi. Okay. Parce que nous, ce qui était agréable, surtout les 4 dernières années qu'on a fait, au début des années 90, l'horaire était assez chargé. Mm-hmm. C'était, comme on dit, là, on était vraiment dans l'engrenage, puis j'étais une place, puis une autre, fait que j'appréciais moins. Quand on est revenu en 2017 ensemble, là, on faisait 1 fois par mois, on allait sur les lieux des pay-per-view.
Fait que on rentrait, la WWE nous rentrait le samedi, puis on était off. Fait que nous, une fois par mois, on se retrouvait dans une différente ville aux États-Unis où il y avait le pay-per-view. Ouais. On synchronisait nos vols. Après ça, soit qu'on allait visiter un peu dans l'après-midi, on allait prendre une marche, on allait souper ensemble. Mais c'était toujours des retrouvailles à tous les mois. Et puis, mais c'était toujours pain sans rire. On avait toujours du plaisir comme ça. Il s'est développé une belle camaraderie, je dirais, depuis 2017. Okay. Avant, on s'entendait bien, on était des co-animateurs ensemble, mais à l'extérieur de ça, on n'avait pas le temps, ni un ni l'autre, de se connaître vraiment. Alors qu'en 2017, là, on avait le temps, parce que comme je dis, on rentrait le samedi, on était off. Dimanche, on déjeunait ensemble, là, on commençait à parler du show du soir, à prendre des notes, des choses sur des différents lutteurs, ou discuter des matchs, qu'est-ce qu'on pensait. Et puis après ça, on passait toute la journée ensemble à l'aréna, puis le soir, on faisait l'événement. Après ça, le lundi, on retournait chacun chez nous, lui retournait à New York, moi je revenais au Québec. Et puis on se retrouvait un mois plus tard pour un prochain pay-per-view, mais c'était vraiment, vraiment agréable. Et puis pour ta première partie de question, la transition de lutteur à commentateur, ça s'est fait mieux que je croyais, parce que quand j'ai été approché par Vince pour devenir commentateur, moi, j'avais pris ma retraite de la lutte et j'arrêtais de lutter. Pour moi, c'était terminé. Je passais à une autre étape de ma vie. Vince voulait absolument me garder dans la compagnie et c'est là qu'il m'a fait le travail de commentateur. Sauf que pour moi, comme je lui ai répondu, la première question, c'était c'est quoi l'horaire? Parce que je ne voulais pas être sur la route comme je l'ai été 25 jours par mois. Mais l'horaire, c'était très correct à ce moment-là. Et puis, mais j'ai jamais eu de formation pour ça, rien. Puis, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas t'adapter, ça va bien aller. Fait que, écoute, il a mis sa confiance en moi. Je me suis fait confiance. Je vous avoue qu'au tout début, ça a été très demandant parce que j'avais mes écouteurs sur la tête. Je commentais en français, puis en français international, parce que c'était pas juste pour le Québec, c'était la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique. Fait que il y avait des termes que je pouvais utiliser au Québec qui ne passaient pas là-bas, des termes de là-bas qui ne passaient pas ici. Alors, j'ai toujours navigué dans un français international qui pouvait convenir aux deux. Au début, puis les régisseurs nous parlaient en anglais tout le temps. En plus, oui. Ouais, fait que là, quand ça nous parlait, bon, ben, OK, guys, we're going backstage in 30 seconds, commençait le décor, mais ils me parlaient tout en anglais, puis moi, je commentais en français avec un français international. Quand je revenais de là, j'en avais pour 2 jours la tête pleine. J'imagine. C'était fou. Mais, peu à peu, je me suis adapté. Et puis, après ça, c'était comme seconde nature. Là, on pouvait parler en anglais. On pouvait me dire qu'est-ce qui s'en venait. Je pouvais écouter un lutteur parler en anglais. Je traduisais en français. Puis, j'étais en train de recevoir encore les décomptes où on s'en allait. Puis, tout se faisait en même temps, en direct. Fait que c'était comme seconde nature, ça allait bien. Puis, quand on est revenu en 2017, ça faisait 15 ans, Jean et moi, qu'on n'avait pas commenté ensemble. Et puis, quand on est revenu, c'était pareil comme si on avait repris la barre où on avait laissé parce que c'était tellement naturel de travailler ensemble. Fait que ça a été fun. C'était pas une corvée, c'était vraiment un plaisir. Là. 100% plaisir. Je vous avoue honnêtement, quand ils nous ont dit l'an passé, ils nous ont avisé 3 jours avant WrestleMania en 21, avril 21, 3 ou 4 jours avant, ils nous ont appelé comme quoi qu'on ne faisait plus le français, puis que les contrats étaient terminés, puis tout ça. Parce que ça avait changé. Peacock avait acheté le network aux États-Unis, puis était moins intéressé à la rangée internationale comme on avait. Fait que la WWE, ils ont changé leur façon de faire. Ça se fait encore en français, mais c'est 2 commentateurs en France qui rentrent dans un studio, ils vont regarder l'image, puis ils vont faire les descriptions, puis ils s'en vont chez eux. Ouais. Côté affaires, je peux comprendre. La WWE, ça leur coûte beaucoup moins cher. Jean et moi, c'était les billets d'avion pour aller là-bas, c'était les chambres d'hôtel, toutes nos dépenses étaient payées, etc. Fait que c'était beaucoup plus onéreux. Mais par contre, il y avait quand même, on va dire, le prestige d'avoir la rangée internationale, que pour moi, c'était significatif à la grandeur des événements. Ça démontrait la diffusion en allemand, en japonais, en chinois, en russe, en hindou, en portugais, en français. Ça démontrait l'ampleur.
Bon, peut-être que l'ampleur était établie maintenant, puis le fait que Peacock, ben, les autres langues les intéressaient moins. Bon, fait qu'ils ont changé. C'est correct. Possible. C'est correct, mais comme je leur ai dit, puis comme ils m'ont toujours dit, tu sais, en tout cas, tant qu'à nous, Raymond, avec la porte n'est jamais fermée avec toi, à moins que toi, tu décides de la fermer. Ouais. Elle n'est pas fermée non plus. Oh, puis, si jamais il y intéressant. a quelque chose d'intéressant qui se présente, vous m'appellerez, puis ça me fera plaisir qu'on travaille ensemble. Ça va d'entendre ça. Moi, de mon côté à moi, évidemment, j'ai été un enfant de lutte depuis que je suis tout petit. Mais votre phase lutteur, je l'ai plus connu par après l'arrivée d'Internet, tout ça, les vidéos, tout ça. Mais ce que je me souviens très bien, c'est quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être 10 ans, j'allais chez mon grand-père en bas regarder WWF Superstar avec Jean-Raphaël et Raymond Rougeau. Puis je me rappelle aussi qu'avant ça, vous étiez aussi, entre votre fin de carrière et évidemment en français, vous étiez un genre d'annonceur de la WWF avec, on voyait souvent à l'écran, comme je me souviens très bien de. Un moment donné, c'était Doink dans le ring, tu lui as donné Dink en cadeau. Je me souviens aussi du commercial de SummerSlam 94 avec Leslie Nielsen qui t'a poussé dans la piscine. Oui. Mais une affaire, par exemple, que j'ai jamais apprécié, c'est en 93, quand Owen Hart se fait interviewer par vous. Puis il y a Razor Ramon qui est arrivé pour faire un coup de la corde à linge, je ne l'avais pas averti, je ne l'avais même pas aidé. Ça, j'ai jamais compris, jamais aimé ça. J'ai encore sur le cœur, celle-là. C'est correct, ça. En fait, c'était. On est revenu en 96, on a fait notre combat de boxe ensemble. Et puis, on avait monté l'animosité entre Owen Hart et moi pour justement mousser le combat de boxe. Puis, ça a été un succès. Ça a été le premier gala au Centre Bell, qui était le Centre Molson à ce temps-là. C'était le premier show de la WWE dans ce nouveau building-là. Et puis, en fait, la seule raison que je suis revenu, moi, ça faisait 6 ans et demi que j'avais quitté le ring, c'est que mon fils est venu au monde 5 mois après que je prenne ma retraite. Moi, j'ai arrêté à la fin novembre 89. Mon fils est venu au monde en avril 90. Il a grandi, bien entendu, en me voyant à la télé comme commentateur. Et puis, comme tous les jeunes, il regardait dans ce temps-là, c'était des cassettes, tu sais, avec des VHS et tout ça. Il m'a vu lutter sur plusieurs combats sur VHS. Alors, dès l'âge, je dirais à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, il commence à me dire « Papa, est-ce qu'un jour je vais te voir lutter sur le ring? J'aimerais ça te voir. » Ben, tu sais, je ne voulais pas le décevoir. Pour moi, c'était terminé. Mais je dis « peut-être un jour, tu sais. On ne sait jamais. » Mais je me suis dit « Ça va passer. » Mais non, ça ne passait jamais. Et puis finalement, quand je suis arrivé là, il était rendu à 6 ans. Puis il dit, papa, il dit, quand est-ce que je vais te voir sur le ring? Ça faisait 3 ans qu'il me l'a demandé, 2 ans et demi, 3 ans. Fait que c'est là que je me suis dit, ben là, c'est le temps. Tu sais, si j'ai à le faire, ça va être là. Pour moi, ma carrière de lutteur était terminée. Revenir faire un match de lutte, ça ne me le disait plus. Tu sais, j'avais fait le tour du parterre, mais j'ai toujours aimé la boxe aussi. Mon père a été champion des gants dorés à la boxe. Moi, mon père, il m'a montré à boxer plus jeune. J'ai dit, tiens, ça serait le fun. Puis au cours de ma carrière de lutteur, j'ai fait quelques combats de boxe. Dans les années 70, avec Eddie Creechman, j'ai fait des combats de boxe contre Pierre Mad Dog Lefebvre. J'en ai fait contre Fidel Castillo. Il y en a eu quelques-uns des combats de boxe. Fait que là, moi, je voulais me mettre dans une forme impeccable pour revenir. J'étais déjà encore en forme. Je n'avais jamais arrêté de m'entraîner. Sauf que pour faire un retour après 6 ans et demi, quand même que dans ta tête, tu dis, je suis prêt. Physiquement, ça fait 6 ans et demi que tu n'as pas été dans le ring. Puis même si tu t'entraînes, quand tu arrives là, c'est autre chose. Fait que je voulais vraiment me mettre en grande forme. J'ai commencé à m'entraîner en février 96 pour mon combat de boxe au mois d'août. Fait que, tu sais, j'ai fait 6 mois d'entraînement pour un soir de match de boxe. Mais en même temps, je le faisais pour moi parce que j'aime l'entraînement. Fait que j'ai baissé mon poids de 21 livres pour le match de boxe. Puis c'est pas parce que j'étais gros. Non, mais c'est vrai. Quand je luttais, à mon plus pesant, je pesais 236. Mais dans mon meilleur, parce qu'on a tout un poids idéal, moi, c'était à 224, 225. J'avais la masse musculaire, j'avais la forme, j'avais la force et le cardio. Quand j'étais à 2,36, le cardio avait baissé. La force était plus grande, mais le cardio était moins bon. Fait que
pour moi, là, le sweet spot, c'était 224. Quand j'ai arrêté de lutter, je voulais faire différent des autres. Souvent, quand il est 224, il va se ramasser à 264 après. Ouais. Mais moi, j'ai parti de 224 et je me suis baissé à 214. Et je suis resté là pendant 6 ans. Là, pour le match de boxe, j'ai dit, je veux baisser, je veux voir jusqu'à où je peux baisser. Fait que j'ai commencé à baisser, à faire beaucoup de cardio, des redressements assis, là, des sit-ups, j'en faisais 1500 par jour. Wow. La corde à danser, j'en faisais 30 minutes par jour. Je faisais sur le sac, le speed bag, je courais 8 km par jour. Puis sur la nourriture, je ne mettais même pas de vinaigrette sur ma salade. Fait que là, j'ai commencé à descendre, mais je voulais le faire tranquillement pour ne pas arriver, mettons, mon match c'était au mois d'août, arriver en juillet coupé, puis là, tu arrives, tu es drainé, puis tu es fatigué. J'ai commencé 6 mois avant, je voulais descendre tranquillement. Je n'avais pas vraiment de cible précise, mais j'avais pas de cible précise, mais je vais te dire, je vais descendre, je vais voir jusqu'où je vais pour trouver mon prochain sweet spot. J'ai baissé 2 semaines avant le match, j'étais rendu à 193. Fait que je suis parti de 214 à 193. Mais quand on regarde, mon sweet spot à la lutte, j'étais à 224. Fait que j'étais rendu 31 livres plus léger. OK. Mais à 193, 2 semaines avant, je commençais à me sentir fatigué. Oui, évidemment. Là, j'avais un manque d'énergie. Là, je dis non, là, j'étais un petit peu trop loin. T'sais. Fait que là, je suis remonté, mais tranquillement. Et le soir du match, je me suis pesé le matin, j'étais à 196. J'avais remonté de 3 livres, puis oups, j'avais trouvé un beau spot. Fait que pour dire que j'ai baissé mon poids de 18 livres, si tu veux, de 2,14 pour le match de boxe, 18 livres plus bas. Et, écoute, j'étais en forme, j'avais 41 ans et demi, j'étais en forme. Fait que je voulais arriver sur le match pour que les gens ne disent pas, ouais, il a vieilli, hein, ouais, c'est dans le temps, il était bon sur le ring. Tu sais, je voulais pas ça. Ouais. Je voulais revenir encore en meilleure forme que quand je luttais. C'est ce que j'ai réussi à faire. Puis la fierté. Il était là. Puis rapidement, Owen Hart, on sait très bien que c'est un très grand joueur de tours. Il en a fait des tours à vous? Non, il m'en a pas dit de tours. Non, mais peut-être parce qu'il y a des gens aussi. Ils ont des personnalités plus à se faire jouer des tours et tout ça. Tu sais, moi, j'étais un gars très agréable, un gars de fun, mais je n'étais pas un gars de party, puis j'étais un gars sérieux. Tu sais, moi, je ne sortais pas d'un bar, puis tout ça. Moi, c'était l'entraînement, c'était ma carrière, c'était ça. Fait que j'étais pas autour quand les gars avaient pris une coupe de bière, puis ils s'amusaient, puis j'étais pas autour de ça. Okay. Par contre, j'étais respecté de tout le monde. Fait que il y a personne qui avait tendance à me jouer de tour. Par contre, tout le monde m'aimait. Okay. Mais j'étais à part. J'ai jamais été un des boys. Ça, il y a un matin, je déjeunais avec Vince McMahon. Quand j'étais commentateur, je suis arrivé un matin, je descends, puis il déjeunait. Fait qu'il disait, hey Ray, come have breakfast with me, viens déjeuner avec moi. Fait que je dis, OK. Fait qu'on déjeune ensemble, on jase. Puis à un moment donné, tu sais, il y a une affaire qui est incroyable. Il dit, j'ai évolué toute ma vie autour de la business, puis il dit, toi, dans notre industrie, il dit, t'es comme un extraterrestre. Il dit, t'es pas un des boys, c'est comme si tu viens d'une autre planète. Fait que, ben, j'ai dit, merci Vince, je prends ça pour un compliment. Mais il m'a dit, j'aimerais savoir plus de gars comme toi. Ouais, évidemment. Mais tu sais, vous êtes un vrai professionnel. Là. Juste la perte de poids pour le combat contre Owen Hart, je pense que juste cette histoire-là, ça enveloppe, ça en dit beaucoup sur Raymond Rougeau, là, je pense. Là. C'est pour un match, mais c'est par respect pour les fans qui vont venir. Oui, absolument. C'est pas fait ça. Je ne voulais pas savoir à personne. Absolument. TJ, tu veux-tu enchaîner avec ta question sur le tag team ou je vais pouvoir enchérir après avec une sous-question? Oui, parfait. Bien, justement, je regardais ça cette semaine et j'ai fait mes recherches, évidemment. Et en 1989, vous avez eu beaucoup de matchs marathon contre les Rockers, Marty Jannetty et Shawn Michaels. Les combats d'une heure, quelque chose qui ne se voyait pas, pour les combats par équipe, ça ne se voyait pas à l'époque. Mais est-ce que vous le sentiez déjà évidemment, on sait ce que Shawn Michaels est devenu par la suite, là, un des meilleurs superstars de la business, évidemment, bar none. Mais est-ce que vous le voyez dans ce temps-là comme quoi qu'il était pour surpasser Marty éventuellement ou bien il était quand même assez égal quand même? Non, il y avait une coche au-dessus. Là. Okay. Marty était très bon, là. J'y enlève absolument rien. Mais Shawn, il y avait une coche au-dessus. Il était d'une autre catégorie. C'était une question de temps qu'il était pour percer. J'aurais pas
J'aurais pas pu prévoir percer à ce niveau-là. Ouais. C'est sûr qu'il y a un niveau, toujours un concours de circonstances. Là, il y avait des lutteurs qui étaient partis WCW. Vince, il avait perdu ses grandes vedettes. Il fallait que ça en reconstruise. Il a misé sur Bret Hart, sur Shawn Michaels. Il a fait le bon choix. Shawn, c'est un lutteur exceptionnel. D'ailleurs, quand l'idée était venue de faire des marathon matchs, des combats marathons, c'est Pat Patterson qui m'avait approché avec ça. OK. Parce que Pat, il savait que mon frère et moi, on était capables de faire. Moi, j'en ai fait d'ailleurs contre Pat Patterson, moi, au Québec. OK. Ça, non plus. Mais il appelait ça un Ironman match dans ce temps-là. Mais nous, c'était un marathon match. Bon, un combat marathon, sérieusement. Au bout d'une heure, l'équipe qui a le plus de tombées remporte. Sinon, tu t'en vas en temps supplémentaire, puis le premier à remporter un tombé remportait la victoire. OK. Pat savait que j'avais l'expérience, la capacité, puis il savait que mon frère aussi l'avait. Là, il nous avait approché avec l'idée. Puis il m'avait dit, j'aurais l'idée que vous fassiez ça avec les Rockers. Ouais, là, je trouvais que oui, ça avait du potentiel. Mais s'il m'avait dit, mettons, avec Nikolai Volkov et Aaron Sheik, j'aurais dit, Pat, tu sais, je t'ai fait. Non, mais tu sais, il y a des lutteurs avec qui ça peut se faire, il y en a d'autres que c'est pas tant. Fait que, pas pour enlever rien aux autres, mais non. Les combats d'une heure, c'était pas dans leur capacité, selon moi. Là. Fait que j'ai accepté. Puis quand j'en ai parlé à Shawn Michaels et à Marty, on fait des combats marathon. Shawn, il dit, je ne saurais plus quoi faire après 20 minutes, ça n'a pas de sens. Tu vas suivre, puis on va te guider, puis ça. Mais ça a été tout de suite, ça a été rien pour lui. Là. Ça a été facile. Je pense qu'il se sous-estimait peut-être, ou c'était, on n'avait jamais fait 1 heure. Puis le combat, si tu te souviens, on allait 1 heure, mais à la fin, ça finissait à une chute à une chute, ou 2 chutes à 2 chutes. On allait en prolongation, puis souvent, c'était 15, 16, 17 minutes. Des fois, c'était des combats d'1 heure et quart. Wow! Ouais. Fait que, tu sais, puis il nous passait toujours en dernier, parce que c'était tellement intense comme combat, personne n'était capable de suivre ce match-là après. Fait qu'il nous passait en dernier tout le temps. Ouais. Non, c'est ça, c'était des combats excitants. Là. Vous et les Rockers, c'est ça, c'est 2 équipes très excitantes à voir. Fait que passer après ça, j'aurais pas voulu être le lutteur qui passe après ça. Ça aurait été un peu un downfall pour... Mais j'ai une question par rapport à ça. Vous avez travaillé beaucoup aussi avec les Rockers, évidemment, comme TJ a dit, mais avec la Hart Foundation. Oui. C'était comment? Parce qu'on se demande souvent, nous autres, là, c'est souvent le débat Bret ou Shawn, c'est qui le meilleur lutteur des deux, mais en tant que c'était comment travailler avec Bret et Shawn? C'est quoi qui font que sont spéciaux plus que d'autres lutteurs? C'est quoi ces bébites-là, en fait? C'est en fait que ce sont des naturels. Ils l'ont dans le sang. Tu as des lutteurs que tu peux leur montrer des prises toute leur vie, mais ils ne comprennent jamais la psychologie d'un match. Quand faire quoi? Il y en a qui vont faire n'importe quoi, n'importe quand, ça n'a aucune signification. Bret, comme Shawn, comprenait la psychologie d'un match. Ce n'est pas de faire 50 000 prises dans 20 minutes. Non. Fais ça en 5, au bon moment, bien exécuté, puis tu vas revirer la place à l'envers. C'est vrai. Tandis que tu en as d'autres, ça voltige partout, le monde est assis. Ouais, ça bouge, hein, mais des fois, ils vivent pas. Ils savaient comment aller chercher de l'émotion dans les fans. Puis, le plus beau cadeau qu'on peut rendre aux fans, c'est leur faire vivre des émotions, faire vivre des moments. C'est pas d'arriver là et de faire des culbutes. Tout le monde est capable de faire des culbutes. Mais va les chercher, qui sont assis au bout de leur chaise, puis ils ne se tiennent plus, puis ils s'en vont, puis ils sont en sueur. Wow! Ils ont vécu quelque chose. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis ces deux-là étaient capables. Ben, je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de gens disent encore aujourd'hui, tu sais, la lutte était meilleure dans le temps, peu importe avant. C'est qu'avant, justement, on le filait, puis on est resté accroché à ce sport-là à cause des émotions, je pense. Puis c'est un excellent point que vous apportez là. Puis j'ai goût de vous mouiller, j'ai goût que vous vous mouillez. Entre Bret et Shawn, c'est quel le meilleur selon vous? Complètement différent. Okay. Les deux, ils ont chacun leur niveau. Je pense qu'un est aussi bon que l'autre. Ouais. Bret est bien meilleur technicien.
Sean est meilleur showman. Mais quand tu veux livrer la marchandise sur le ring, les deux sont capables d'emmener des matchs à des niveaux que les autres ne peuvent pas emmener. Mais fait que, pour moi, ils se comparent en tant que deux parmi les grands, mais complètement différents. OK. Ouais, c'est un bon... Sinon, moi, quand j'étais plus jeune, évidemment, mes parents, ils me taquinaient souvent parce que j'aimais la lutte. Puis ils me disaient, c'est pas tes devoirs, tes leçons, on va tellement au centre Paul Sauvé, puis on va te donner une volée, peu importe. Mais moi, je veux savoir, comment c'est lutter au centre Paul Sauvé pour vrai? Moi, j'adorais ça, le centre Paul Sauvé. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus, des stades qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus de monde, mais c'est beaucoup plus grand aussi. Fait que l'énergie, elle est là, mais elle est comme... Les molécules sont plus distancées, si tu veux. Tu sais, le centre Paul Sauvé, c'était intime. C'était assez gros que tu rentrais 6000 personnes dans le centre Paul Sauvé là, avec les gradins puis la patinoire, là, le ringside. Mais 6000 personnes dans le centre Paul Sauvé, là, il y avait une ambiance là qui était dure à imiter, tu sais, dur à reproduire. À reproduire. Il y a une autre place qui était magique par rapport à l'ambiance. Le centre Paul Sauvé, pour moi, c'est magique. Mais l'ancien Forum de Montréal, tu sais, là, je ne parle pas du Centre Bell, pour moi, c'est autre chose. Mais le Forum de Montréal avait un âme, avait un esprit. C'est un peu comme le Madison Square Garden de New York. Madison Square Garden, il y a de l'histoire là-dedans. Mais le Forum de Montréal, il y a de l'histoire là-dedans. Fait que quand je l'étais au Forum, comme un des combats les plus intenses que mon frère et moi on a eu, c'était contre les frères Garvin. En 1985, il y a eu le massacre de Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on a eu le retour contre les Garvin. C'était à guichet fermé. Il refusait du monde dans la rue. La police est emmenée. Les gens voulaient briser les vitres pour rentrer. L'intensité de ce match-là, pour moi, ça a été un niveau qu'on a rarement vu. Gino Brito, d'ailleurs, il l'a mentionné l'année passée. Il parlait à quelqu'un, puis il dit « Pour moi, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie, le plus intense, il dit, de ma vie. » Gino Brito, il y en a vu d'autres aussi, là. Je pense que oui. Mais celui-là, c'était un des meilleurs. Puis pour moi, dans toute ma carrière, vous me diriez, c'est quoi le combat le plus intense, le plus mémorable? C'est celui-là. Parce que les émotions, tu sais, quand je parlais d'aller chercher l'émotion chez les gens, là, les émotions, ils étaient à fleur de peau. Les gens, là, écoute, il y avait la rage au cœur contre les Garvin. Ils nous regardaient, nous, puis ils voulaient tellement qu'on les batte. En tout cas, je pense que le combat a duré 22 minutes, mais les gens ont été debout 22 minutes. Les gens ne sont jamais assis. On est rentrés, les gens étaient debout. Ça ne s'est jamais assis pendant 22 minutes. Ça a été le free-for-all jusqu'à la fin. Tellement que ça criait, puis c'était intense. Mon oreille... le son distorsionnait dans mes oreilles. C'est comme un système de son que tu montes trop fort, puis coup, ça distorsionne. Ben, moi, ça me faisait ça dans les oreilles. Aujourd'hui, je fais de l'acouphène dans mon oreille gauche. Ça va peut-être contribuer un peu sur ça. C'est à cause de ça. Le sentiment d'appartenance des fans envers les gens d'ici à cette époque-là, le forum, c'était aussi ça que les joueurs de hockey, puis les lutteurs, c'était quasiment aussi populaire à l'époque. Fait que je pense que, pour le forum. Ah oui, le forum, ça avait son âme, ça avait sa place. Les Coupes Stanley du Canadien, c'était au forum. Il y a eu des grands combats de boxe au forum, des grands combats de lutte au forum. Ben, on recule de loin. Là, quand la TV est en noir et blanc. Mais il y a tellement d'histoires et d'évolutions qui se sont faites dans le forum. Mais Paul Sauvé, la même chose. Paul Sauvé, il a un âme aussi. J'ai grandi. J'étais petit gars, puis mon père était au centre Paul Sauvé. Puis j'y allais, écoute, j'avais 10 ans, 12 ans. Puis j'étais dans l'escalier, j'attendais qu'il descende pour aller dedans, puis je le suivais. J'ai vécu de grandes émotions au centre Paul Sauvé. C'est deux bâtisses pour moi qui me sont chères. Parfait. Là, on va changer. On va aller un peu plus dans le côté entertainment de la chose. Ça a été comment enregistrer The All American Boys avec Jimmy Hart? Ça a été bien fun. Vince, il nous a fait descendre par avion le matin. On est descendu à Memphis, Tennessee, juste pour ça.
On a fait un photoshoot. On est allé devant les différents endroits pour montrer qu'on était à Memphis. Puis on est allé à Sun Studios enregistrer. Ça, c'est les mêmes studios que Johnny Cash enregistrait. Elvis enregistrait là. À l'époque, ça ne représentait rien pour moi. Tu sais, on était là, on s'en va à Sun Studios. OK, ça aurait pu être n'importe quoi Studios. On rentre là. Il y avait des photos d'Elvis là. Dans le même studio que nous, on enregistrait. On avait les écouteurs, on avait le micro. Et Elvis a chanté là. Johnny Cash et tout. C'était comme, wow, il y a de l'histoire là. Puis aujourd'hui, il y a des tours guidés qui se donnent là, visiter ces studios-là. Hey, All American Boys, on a enregistré ça dans ces studios-là. Je l'ai réalisé des années plus tard, que c'est vraiment l'histoire autour de ce studio-là. Mais ça a été le fun. C'était le début quand on commençait à faire notre tourneur pour devenir les fabuleux, Frère Rougeau. Oui. C'était un bon pas de plus en ayant notre propre musique pour entrer. C'est nous qui chantions la musique. Tous les voix de background, c'est Jimmy Hart. Et puis, la musique, c'est Jimmy Hart. Et puis, son ami qui faisait avec lui. Jimmy McGuire, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, fait que les voix, c'était Jimmy Hart. Jimmy McGuire faisait les instruments. Puis, mon frère et moi, on a chanté notre chose. La composition, ça s'est fait ensemble. Jimmy Hart, mon frère et moi. Fait que ça a été vraiment le fun. Ça a été un beau moment de notre vie puis de notre carrière. Ça nous reste dans la tête, en tout cas, comme chanson. Oui. Très catchy, qu'appelle. Oui. Sinon aussi, à WrestleMania 3, au Pontiac Silverdome, dans la plus grande foule ever pour WWE, surtout WWF. WWE, ils l'ont battu par après avec d'autres WrestleMania par la suite. Mais évidemment, WrestleMania 3, l'expérience d'être dans un si grand stade et lutter contre le Dream Team, je pense, c'était? On était contre le Dream Team, oui. Et puis, Dino Bravo était dans le coin du Dream Team. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, non, c'était vraiment... Ça dépassait tout ce que j'avais connu avant. C'était l'ampleur de l'événement. Quand tu arrives là-dedans, Vince, il voulait qu'on arrive de bonne heure parce qu'il avait peur pour les embouteillages et tout ça. J'étais dans le building, je pense, à 11 h le matin pour le pay-per-view. Puis il y avait déjà des lignées d'auto pour arriver à 11 h le matin. Mais quand je suis rentré, je regardais la grandeur du building. Même, je suis monté jusqu'en haut, je regardais la reine. La reine elle était petite comme ça en bas. C'est incroyable. Mais il y avait des écrans géants tout le tour en haut. C'est là que tu prenais toute l'ampleur. Puis là, Aretha Franklin était là, Mary Hart était là. C'était plus grand que nature. C'était difficile d'assimiler tout ça en même temps et de rentrer dans ta zone de focusser pour faire ton match. Parce que c'est sûr que quelqu'un n'a pas beaucoup d'expérience, quelque chose, peut se faire dépasser par les événements. Il rentre là, puis il vient blanc, et plus capable de bouger. Bon, ça, il fallait garder une certaine réserve pour ça, en essayant d'absorber un peu ce qu'on vivait. On savait que c'était un moment historique, c'était une journée historique, un moment historique, un événement historique. J'essayais de l'absorber, mais en même temps, en me gardant les focus pour nous livrer notre match. OK. Puis le combat s'est bien passé. Ça s'est passé comme vous vouliez quand la préparation du match, tout a été comme prévu? Oui, ça a été parfait. Ça a très bien été. J'étais bien heureux du sort. Puis bien content du match. Il ne faut pas demander mieux. Puis on parlait d'Aretha Franklin puis de toutes les super vedettes qu'il y avait à WrestleMania. C'est qui la plus grande vedette ou la plus grande personnalité que vous avez rencontrée dans votre carrière? Puis ça peut être en dehors de la lutte. Là, c'est vraiment quelqu'un que... Oui, c'était pas dans un événement de lutte, mais c'est Michael Douglas. OK, l'acteur, oui. Oui, et puis j'étais à Paris. On avait lutté à Paris. Et puis, tu vois, récemment, vous avez entendu, il y a peut-être un mois et demi, Régine est décédée, avait un club à Paris, un club exclusif. Oui. Ça, dans ces années-là, ça, c'était en 1900. Il était là pour faire la promotion de Liaison Fatale. OK, wow. Et puis, nous, on était, je te dirais, c'était en 87. C'était en 87. Ouais. On luttait au Palais Omnisport de Bercy, qui est à Paris. C'est mon frère et moi qui étaient en finale, contre Bravo et puis Greg Valentine. Et puis, Frenchie Martin était dans leur coin. Et puis, on était à guichet fermé. C'était sold out. C'est nous autres qui étions en finale. Puis là, il y avait Régine qui était venue à la lutte, était dans la première rangée, puis elle nous a envoyé une invitation pour aller voir son club. C'est un club privé, comme je te dis. Comme des années 80, tu avais Studio 54 à New York. Bon, ben, c'est l'équivalent à Paris.
OK. C'est un club privé, c'est exclusif. Mais moi, bon, j'hésitais parce que je n'allais pas d'un club, je ne sortais pas, mais je me disais, c'est quand même une chance unique. On s'est invité par Régine pour aller à son club. Mais le lendemain matin, moi, à 7 heures, je prenais un vol pour Milan, en Italie. Fait que là, je me disais, il n'y aurait pas beaucoup de temps de dormir, mais j'ai dit, c'est peut-être la seule occasion, je vais y aller. Fait que, bref, on est allé chez Régine. On arrive là, les portes sont fermées, les deux gardes du corps à la porte. Oui, bon, les frères Rougeau. Ah oui, les frères Rougeau, parfait. Débarre la porte. Régine vient nous accueillir. Fait que là, on s'en vient pour voir elle rentrer, puis elle nous parle, bien heureuse qu'on soit là. Là, elle dit, hey guys, elle dit, venez, je vais vous présenter à un de mes amis. Fait que c'est OK. Fait que là, on est dans le club quand elle nous présente. Fait que là, arrive, c'est Michael Douglas. Fait qu'elle dit, hey Michael. Puis là, il parle en anglais, parce qu'il parle anglais. Elle dit, fait qu'elle dit, laisse-moi, je vais vous le dire en français, mais elle dit, je vais vous présenter. Je les connais, c'est les frères Rougeau, mes enfants les adorent. Wow. Avec qui on était. Fait que ça, c'était flatteur, c'était le fun. Puis il dit, je vous ai, I watched you guys on TV, je vous ai vu à télé. Fait que là, j'ai passé une demi-heure à jaser avec Michael Douglas. Wow. Ça a été cool. Après ça, j'ai passé une autre demi-heure à jaser avec Sade, la chanteuse qui a chanté Smooth Operator. Régine me l'a présenté, puis ça a été super fine. On a jasé pendant une demi-heure ensemble. J'ai rencontré Grace Jones ce soir-là. Sylvie Vartan, l'ancienne femme de Johnny Hallyday. Okay. En tout cas, il y avait des personnages qui étaient là. Là, elle nous a demandé, est-ce que ça vous dérangerait qu'on prendrait une photo? Puis elle dit, moi, je vais faire mettre ça dans le Paris Match. Fait que j'ai pas trop. Fait que moi, j'ai une photo dans mes albums ici, avec Régine, Sylvie Vartan, Michael Douglas, moi, dans le Paris Match. Ils m'ont envoyé une copie du Paris Match. Wow. C'était un peu tourné. J'ai aussi rencontré Chuck Norris. J'étais à San Antonio, au Texas. Fait que j'osais avec lui un peu. Bon, on a pris une photo, c'est un autre que j'ai une photo avec. J'ai rencontré Series 94, je pense. Hein? Pardon? C'est Survivor Series 94, je pense qu'il était là pour Enforcer dans le combat de Yokozuna. Ça ressemble pas mal à ça, oui. Ouais. Et puis, j'ai rencontré Mike Tyson, Burt Reynolds, je sais, Aretha Franklin, Leslie Nielsen, avec qui j'ai fait des conversations. Ouais. Avec lui, c'était cool parce qu'on a jasé quasiment un après-midi ensemble. Tu sais, on a l'après-midi, super chic. Ouais. J'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer plusieurs célébrités au cours de ma carrière. Mais l'affaire avec Michael Douglas, ça a été le fun, ça. Ouais, surtout qu'il était fan en plus des Rougeaux, ça, c'est c'est parfait, là. C'est comme moi, c'est cool. Puis là, on jase comme on jase là, on passe une demi-heure. Tu sais, c'était le fun. Sinon, j'ai une autre question aussi, évidemment, qui dit lutte pendant un long laps de temps, dit beaucoup de road trip avec plusieurs personnes dans la même voiture, 3-4 personnes. J'ai une question, dans le fond, ce serait, si je vous donnerais le choix, 3-4 personnes, sinon pendant 2 semaines, je vous dis, vous voyagez avec ces 3-4 personnes-là pendant 2 semaines, ce serait qui dans le monde de la lutte quand vous étiez à WBF en les années 80? Mais le catch, c'est qu'il n'y a pas de Québécois là-dedans, juste des Canadiens américains. Je vous donne le choix. Ricky Steamboat. OK. C'était un de mes bons amis, ça. En 1976, quand il commençait sa carrière, on était ensemble à Atlanta. On s'entraînait ensemble, on luttait ensemble. Fait qu'il y a Ricky Steamboat, Paul Orndorff, qui était à Mr. Wonderful. C'est sûr qu'il y a un autre qui viendrait. Ben oui, c'est sûr, lui, là. C'est des gars qui viennent à l'idée rapide. Tito Santana était un gentleman. C'était des gars plus calmes que j'aimais bien, moi. Ouais. C'était pas des gars de party qui sont partis. Puis Bret Hart, j'aurais pas eu de problème à voyager avec lui aussi 2 semaines. Parce qu'on avait eu des belles conversations. Et puis, des conversations intelligentes. Puis sur toutes sortes de sujets. Parce que c'est un gars qui est assez cultivé. Fait que c'est pas juste, hey, on parle de lutte et on connaît rien d'autre. On peut parler de plein d'autres affaires. Fait que ça me prend un peu de stimulation intellectuelle aussi dans les conversations. Oui, il faut décrocher un peu de la lutte quand on est là-dessus 300 jours par année. Là. C'est correct d'être dedans. Ouais. Mais tu sais, si tu es 4 heures dans une auto, tu en parles pendant 1 heure et demie de différentes affaires, à un moment donné, on peut-tu parler d'autres choses aussi, là? Fait que, puis, je t'en ai donné 4. C'est parfait, mais j'aurais vraiment aimé ça dans cette auto-là, en tout cas. Qui? J'aurais aimé ça dans cette auto-là, en tout cas.
Ouais, je pense que TJ, c'est le plus grand fan de Bret Hart que j'ai connu, puis j'en ai connu du bon. Tito aussi, ouais. Ouais. Ah, des bons choix. C'était gentleman. On va vous laisser passer bientôt. Vous avez été généreux de votre temps, mais moi, j'aimerais savoir, pour ma question finale à moi, c'est est-ce que vous suivez encore la lutte, ce qui se passe, mettons, au Québec, aux États-Unis, puis la sous-question peut-être, est-ce que vous seriez intéressé, vous, dans un court laps de temps, peut-être à moyen terme, de vous impliquer dans la lutte au Québec, ou c'est vraiment derrière vous? Ouais, pour moi, c'est derrière moi. OK. Pas que j'aime pas la lutte, au contraire. Ouais. Mais mon temps est tellement chargé. Là, vous savez, je suis le maire à Rawdon depuis le mois d'avant. Fait que, en tant que maire, je suis maire 24 heures par jour, 7 jours par semaine. S'il y avait une tornade ce soir, là, le téléphone du maire aurait sonné, s'il y avait eu des dégâts. Ouais. Fait que, puis en même temps, ben, je gère une municipalité, puis j'ai des employés, puis il y a il y a des projets, plein de choses. Fait que mon temps est assez... Ce que j'essaie de faire avec ma vie maintenant, c'est que j'essaie de trouver un équilibre. J'ai toujours eu un bel équilibre, hein, j'ai toujours pris beaucoup de temps, moi. Il y en a qui m'ont dit, quand j'allais à la mairie, ils ont dit « Oh, tu vois, c'est un autre niveau d'implication, tu vois que c'est accaparant. » J'ai quand même... C'est moi qui ai dicté mon horaire. C'est moi qui ai dit quand je suis disponible, quand je ne suis pas. Je prends mon temps. Tous les matins, moi, je m'entraîne. Tous les matins. Fait qu'ils savent de ne pas m'appeler entre 8h et 10h le matin, je m'entraîne. Fait que, puis des rendez-vous, j'ai donné des plages. Que c'est là les plages pour des rendez-vous, puis il n'y a personne qui me book mes rendez-vous. Ça peut être dans ces plages-là, ils m'envoient l'invitation, puis je regarde sur mon horaire, vous me jumelez des rencontres. Pas avoir une rencontre, mettons, à 11h le matin, puis une autre à 2h l'après-midi. Ma journée est foutue, là. Ouais. Je vais aller dîner, il faut que j'attende, j'ai un autre rendez-vous dans 2 heures. Ma journée est foutue. On me regroupe. Moi, mes rendez-vous, c'est à partir d'1 heure. Puis j'ai dit, s'il y en a 2, 3, ben mettons, si une rencontre est prévue de 1 heure à 1 heure, ben, je prévois 30 minutes. 1 heure à 1h30, l'autre, c'était 1h30 à 2h30, l'autre 2h30 à 3h, terminé rendez-vous cette journée-là. Okay. Tu sais, j'ai mis une structure, puis tout ça, pour être capable d'avoir un équilibre, pour dire, j'aime ce que je fais. Parce que mes horaires, c'est toutes sortes les 2 soirs la semaine passée, c'était des soirées. Je t'allais à des remises de prix pour les élèves qui vont graduer l'école. Ça me fait plaisir de le faire. Mais je me suis pris un peu de temps dans l'après-midi. Moi, j'ai un chien, j'aime ça aller marcher dans le bois avec mon chien. Bien, je m'organise pour avoir du temps. Peut-être pas tous les jours, mais je te dirais au moins 4 à 5 jours par semaine d'avoir le temps d'aller marcher 1h30 avec mon chien dans le bois. OK. Fait que si je m'embarque d'autres choses, là, ça va être dans mon... Parce que, veux pas, il y a quand même un temps que j'ai des choses à faire avec la mairie, puis tout ça. Puis ça prend beaucoup de temps. J'ai un conseil municipal, j'ai des comités exécutifs, je siège au conseil des maires. Hier, j'ai été de 7h45 hier matin à 4h hier après-midi assis avec les maires de la MRC. Ça, c'est le conseil des maires hier. Quand je suis sorti de là, je suis allé pour une photo pour un employé que ça faisait 30 ans qu'il était ici. Tu sais, je reviens, puis là, ce matin, j'avais des rencontres, tu sais, je préparais d'autres affaires. Cet après-midi, j'étais à l'hôtel de ville avec ma greffière, il y avait des dossiers, j'enlignais des affaires, je tournais des appels, des courriels. Tu sais, je suis revenu à 5h ce soir. Tu sais, fait que, fait que le montant que j'ai de livres, je ne peux pas l'occuper avec autre chose. Et en même temps, comme on dit, chaque chose en son temps. Pour moi, mes idées, mes choses, ils ne sont peut-être pas à l'actualité aujourd'hui. La lutte a évolué, la façon de faire a évolué. Oui, je peux apporter des idées, mais les gens qui font les promotions aujourd'hui, qui gèrent ça, ils sont avec la société de 2022. Moi, je suis les produits encore, je regarde et je m'y intéresse. Mais de dire, je pourrais apporter quelque chose de concret, à part quelques conseils peut-être, ou peut-être d'expérience, ça serait ma contribution. Mais tu sais, comment dire, à un moment donné, c'est plus ton temps. Chaque chose en son temps. Exact. La chanson d'Aznavour, il faut savoir quitter la table. Ben, quand j'ai quitté le monde de la lutte, c'est pas parce qu'on ne voulait plus. On m'offrait la lune pour rester. J'étais au sommet. Vince, il dit, donne-moi une semaine, il va te faire une proposition que tu ne peux pas refuser. Il voulait absolument garder. Je voulais m'en aller chez nous. J'étais rendu ailleurs. Fait que, quand je suis devenu commentateur, oups, nouveau défi.
nouvelle flamme s'est allumée. J'ai fait ça pendant 13 ans consécutifs. Après ça, j'ai été 15 ans sans en faire. Puis quand j'ai arrêté ça, je suis devenu conseiller municipal en 2002. Puis je suis à mon 6e mandat comme élu municipal. Je me suis impliqué. Puis parallèlement, en 2016, quand ils m'ont rappelé pour retourner faire les pay-per-view, bon, c'était une fin de semaine par mois. Ça ne nuisait pas à ma carrière politique, puis ça ne nuisait pas, on va dire, à une seconde carrière de commentateur. Fait que je peux facilement amalgamer les deux. Ouais. Aujourd'hui, à la mairie, à Rawdon, ce n'est pas une job à temps partiel. Non. Il y a des municipalités que c'est, bon, ben, le maire est à temps partiel. Non, ici, c'est une job à temps plein, le maire. Fait que je ne veux pas trop m'étirer. À l'occasion, comme Pat Laprade, il m'appelle quand, mettons, lui fait les commentaires à TVA, tu sais, pour la vie. Quand, mettons, il fait une vacances, il y a quelque chose, c'est arrivé à un moment donné, il ne filait pas. Il m'a appelé Raymond, il dit, serais-tu disponible là? Bon, je le rentre dans mon horaire, il n'y a pas de trouble. Fait que ça arrive 1 fois, 2 fois par année que je remplace Pat à TVA Sport pour le faire. Ça me fait plaisir de le faire. Puis ça me garde dans le milieu et je regarde encore le produit parce qu'on ne sait jamais. Du jour au lendemain, on peut me rappeler et me dire Hey Raymond, on repart en français avec la WWE, on veut vous ramener. Bien, je ne serai pas comme la dernière fois. Quand ils m'ont rappelé en 2000, ça faisait 10 ans que je ne regardais plus. OK. Quand ils m'ont appelé, j'ai dit OK, bien, ma première question encore, c'est quoi l'horaire? Là, pour commencer ça. Là, c'est 1 fois par mois, 12 jours par année. Ça va faire des pay-per-views. Ça, je suis capable de vivre avec un horaire de même. Fait que, mais là, j'ai dit parfait. Là, je suis allé voir sur Internet, j'ai commencé à regarder les lutteurs. Je ne connaissais personne. Undertaker, oui, mais il était pas mal sa fin, mais je ne connais personne. Là, je commence à lire leur biographie, d'où ils viennent. Là, je commence à me rendre compte qu'il y a beaucoup de 2e génération, 3e génération. Oui. Moi, j'ai lutté contre leur père, tu sais, fait que, comme Roman Reigns. Ça vient d'où, ça? Ça mange quoi en hiver? Quand je commence à lire, c'est le fils des Wild Samoans en face CK. Ben, quand j'ai lutté contre son père, c'est qui? En tout cas, c'est là que je me suis refamiliarisé. Puis il y avait des nouveaux qui arrivaient de nulle part aussi. Là, je me suis tout approprié leur biographie, leur historique, pour qu'après ça, venir en ondes et pouvoir livrer un peu de contenu intéressant pour les fans. Parce que les fans qui écoutent, eux autres qui ont toujours suivi ou connaissent ça. Là, moi, j'arrive après 10 ans sans avoir regardé. On dit, c'est quoi cette affaire-là? Non, je ne voulais pas ça. Fait que je me suis préparé 8 mois avant ma première émission à suivre toutes les émissions, puis j'avais tout suivi l'historique, prendre des notes, ces noms, leur prise de finition, leur habitude et tout ça, les alliances, qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que bref, c'est ça. La passion est là. J'adore ça. Mais comme je dis, là, mon implication, c'est à la mairie en ce moment. Ouais. C'est parfait, mais regarde, on vous remercie super gros d'être avec nous autres aujourd'hui. Wow. On a adoré faire l'entrevue avec vous, mais évidemment, on connaît beaucoup de. Il n'y a pas grand monde dans le monde de la lutte qui a des mauvaises choses à dire sur vous. Là, on sait vraiment pourquoi. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres aujourd'hui. On apprécie beaucoup, surtout la semaine québécoise. On va avoir parlé avec une vraie légende québécoise et je pense qu'on a réussi ça aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, comme j'ai dit, de m'avoir reçu à votre émission. Puis ça, je pense que vous pouvez le ressentir, c'est encore une passion. Hein? Quand j'en parle, vraiment. Ça, comme on dit, on peut sortir le lutteur du ring, mais on ne sort jamais le ligne du lutteur. Exact. Moi, c'est ma vie, j'ai toujours adoré ça. J'adore ça encore. Puis ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Puis moi, s'il y a un mot, TJ, qui peut décrire M. Rougeau, j'ai un mot, c'est professionnel. Ben, merci. Vous me dites. Merci beaucoup. Merci. Wow, toute une entrevue qu'on avait avec M. Raymond Rougeau, hein, Marco? Hey, écoute, je suis chouk. C'était un vrai trip. Écoute, on est chanceux pour vrai au podcast là, depuis janvier. Là, des fois, je me demande si on est sur la même planète que tout le monde. Là, parce que depuis qu'on a parti le podcast, depuis la pandémie, on reçoit des invités de feu. On a des moments. En tout cas, pour des fans de lutte comme nous autres, on trippe. Puis, c'est beaucoup de travail, mais pour vrai, c'est même pas une corvée de faire ça. Avec des invités comme Raymond, c'était juste magique. Là. C'est gratifiant. Oui, vraiment. Puis bien, évidemment, le prochain rendez-vous du podcast, ben, on vous a des surprises dans les prochaines semaines. On a une couple de choix à déchirer en faire les prochaines semaines, savoir qu'est-ce qu'on fait dans les prochains. Ouais. Mais restez à la vue pour ça. Mais une chose qui est sûre, par exemple, c'est qu'au prochain podcast, mon cher Marco, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Oui.
Et au prochain podcast, qui va être animé plus tard, il va y avoir un quiz spécial. Et le fameux rendez-vous tant attendu depuis beaucoup de semaines que j'attends ça. Marco va affronter de retour. Non, c'est vrai, il a fait un podcast, il a fait sur Facebook Live, mais il est de retour quand même parmi nous. Qui ça? Yann Ladoux. Ah, pas lui. Oh oui. Et mon quiz est déjà prêt. Fait qu'au prochain podcast, peu importe ça va être quoi, tu vas l'affronter à la fin dans le quiz. Je peux-tu dire de quoi? Oui, donc. Il n'y a pas juste dans le ring que tu vas être retraité, Ladoux, d'un quiz avec. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'évidemment, ben, à part ça, on est disponible où, mon cher Marco? On est disponible sur YouTube en vidéo, Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec en audio. N'oubliez pas de nous suivre sur les internets, Facebook, Instagram, Twitter et aussi TikTok, où on est des sensations web, et Twitch, parce qu'on est maintenant affilié, qu'on va être peut-être plus régulier à l'avenir parce que je devrais avoir un horaire plus normal. OK. Ouais, stable normal. Bon, ouais, ben, c'est bien correct. Puis n'oubliez pas aussi sur YouTube, évidemment, notre MyGM Challenge Mode. Lundi. Oui, notre rendez-vous amical, des fois, avec moi et Marco. Avec évidemment, moi j'ai Stephanie McMahon à Raw, puis lui, il y a Regal à SmackDown. Fait que checkez ça sur YouTube tous les lundis, comme ils viennent de dire. Fait que sinon, un mot de la fin, Marco? Oui, ben le mot de la fin, c'est quelle belle semaine québécoise. Puis là, à soir, toi, tu as un gros match à soir. Est-ce que tu vas devenir Monsieur Money in the Bank? Ça ne va pas être trop dur. Je vais être là pour voir ça. Parfait, je t'attends. Avec une brique et un fanal. Mais en attendant, merci beaucoup. Oui. Et mesdames, messieurs, merci beaucoup à vous aussi. Merci d'être là en grand nombre, mais surtout, allez, bon!